Donc salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre fameuse vidéo sur les tokamaks. Parce qu'on avait déjà parlé du principe de la fusion nucléaire dans le dernier vidéo. Petit point avant de commencer la vidéo. Concernant les commentaires qui ont été désactivés, alors parce que là, comme je suis en voyage, dans une zone assez sympa, là je suis en Allemagne, mais c'est pas très loin de plein de frontières, Luxembourg, Belgique, Pays-Bas, voilà. Justement, cette vidéo sera filmée dans 2 pays différents. Je trouve ça sympa d'avoir des fonds d'écran de là où je suis, et c'est plutôt cool. Et du coup, concernant les commentaires, c'est que j'ai que mon téléphone avec moi et j'arrive pas à comprendre, mais dès que je poste une vidéo, ça me désactive les commentaires. Donc voilà, quand je reviendrai de mon voyage, ne vous inquiétez pas, je remettrai tout en place. Et concernant la vidéo là, que je vous avais promis en lien en description sur le micro-ondes, quand j'ai posté ma vidéo sur les fameux ultraviolets, ou plutôt les plasmas, parce que j'en avais parlé à la fin de la vidéo des plasmas, j'ai oublié de vous la mettre en description et maintenant je ne peux plus y revenir. Peut-être mon monteur y arrivera, et auquel cas allez checker si jamais vous voyez ce fameux lien dans la vidéo sous les plasmas. Mais si c'est pas le cas, il arrivera incessamment. Donc maintenant, place à la vidéo. Donc la fameuse question est: comment fonctionnent les tokamaks? Alors pour répondre à cette question, je vais même pas tellement m'attarder sur comment obtenir le plasma, mais plus sur le côté sécurité, car vous savez que manipuler des choses de telle température font intervenir quand même une grosse nécessité de sécurité. Donc pour obtenir le plasma en soi, c'est pas si compliqué que ça. Il y aura un générateur d'ondes électromagnétiques très puissantes qui sera donc sur le côté du tokamak, qui est très facile à obtenir. Et l'enjeu, c'est justement que ça chauffe assez pour obtenir des températures où la fusion nucléaire sera possible. Donc déjà, il y a ça. Ça, c'est l'enjeu, améliorer l'augmentation de la température de ce mélange de tritium et de deutérium. Car ce que j'ai oublié de préciser, qu'on a besoin de deutérium et de tritium, donc les fameux isotopes de l'hydrogène. J'en ai parlé dans la dernière vidéo. Et on en produit sur Terre et on les fait rentrer grâce à des tuyaux. Donc vous voyez tout sur le schéma. On les fait rentrer avec ça et on commence les réactions nucléaires. Alors avant de vous parler des aspects de sécurité qu'il est nécessaire d'avoir dans un tokamak, il faudrait d'abord que je vous introduise à la notion de supraconducteur. Alors c'est une notion essentielle pour comprendre ce principe. Alors avec aucun rapport avec le tokamak, qu'est-ce que c'est déjà le principe d'un supraconducteur? Après on verra comment ça s'applique au tokamak. Alors imaginez que vous avez une petite plaque de céramique qui ne conduit mais alors pas du tout l'électricité, vraiment rien. Et vous la mettez dans un bain d'azote liquide ou d'hélium liquide, donc quelque chose de très très froid qui est proche du zéro absolu, donc dans les moins 273 degrés. Je vous rappelle, le zéro absolu, quand toute la matière n'a zéro énergie cinétique, vraiment aucune, c'est moins 273,15 degrés. Alors c'est interdit selon la physique quantique. Ça c'est un sujet de physique quantique, carrément la supraconductivité, je pourrais en parler dans d'autres vidéos. Alors on le plonge dans ce bain et donc cette fameuse plaque se refroidit énormément et là, par magie, on applique un courant
et ça laisse passer sans aucune résistance électrique. J'en parlerai comment ça se fait dans une autre vidéo. Ce qui va nous intéresser là, c'est ce qu'on appelle l'effet Meissner. Alors qu'est-ce que c'est au juste l'effet Meissner? C'est que si jamais on met ce supraconducteur au-dessus d'un aimant, ou vice versa, on met un aimant au-dessus du supraconducteur, par magie, ça va se mettre à léviter. Il y a énormément de vidéos sur internet qui peuvent vous montrer cette expérience. Malheureusement, j'ai pas d'azote liquide à ma disposition. Et c'est ça qui va justement nous intéresser dans les tokamaks, cette propriété diamagnétique. Le diamagnétisme est une répulsion parfaite d'un objet émettant un champ magnétique. Alors j'en ai parlé dans la dernière vidéo, mais le plasma est un gaz ionisé. Bon, je l'ai déjà dit 100 000 fois, je ne vais pas revenir dessus quand même. Et donc il y a des électrons qui ont quitté leur orbite électronique dans les atomes. Donc vous avez des objets chargés. Vous avez d'un côté les atomes qui sont devenus des ions positifs, qui ont perdu leurs électrons. Étant donné qu'il n'y a plus le même nombre d'électrons et de protons, la charge devient positive, étant donné que le nombre de protons l'emporte. Et les électrons sont sortis, donc ce qui vous donne des petits objets négatifs à l'intérieur. Donc vous voyez qu'il y a des... globalement, le plasma reste avec une charge neutre, mais à l'intérieur, il y a des petites parties positivement chargées, des petites parties négativement chargées. Et donc ces petites parties vont réagir au champ magnétique. Et comme on a déjà dit, la supraconductivité, on s'en fout des pôles. C'est diamagnétique pour tout type de champ magnétique. Donc d'objets chargés positivement ou négativement. Alors la définition d'un champ magnétique, on verra ça plus tard. Et donc ce qui va se passer, c'est que on aura besoin d'azote liquide pour ces fameuses installations pour la sécurité. On aura besoin de la supraconductivité. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, on a besoin de protéger ces fameuses parois, car aucune paroi peut tenir face à des températures de la sorte. Tout fondrait et ça serait la catastrophe totale. Du coup, le seul moyen qu'on a trouvé, c'est, étant donné que ces objets sont chargés, donc des ions positifs et des électrons, il y a très peu d'atomes qui sont encore restés intacts. On va en fait appliquer un énorme diamagnétisme, donc une forte répulsion à l'aide d'un champ magnétique, pour pouvoir tenir cette matière ionisée au centre et qu'elle ne touche jamais les parois. Donc comme vous voyez sur le schéma, il y a un tube énorme qui se remplit d'azote liquide, et donc les parois de ce tube vont servir à devenir le supraconducteur et donc à repousser cette matière. Donc il y aura toujours des parois, mais elles seront pas si résistantes que ça, hein. C'est du métal classique, c'est de l'acier, que je suis pas tellement sûr, mais en tout cas c'est vraiment pas un métal pas du tout résistant à de telle chaleur, parce qu'aucun métal ne serait résistant. Et comme ça déjà on obtient une sécurité, car ces fameux supraconducteurs créés par ce flux d'azote liquide qui a refroidi donc ces fameux tubes qui servent de supraconducteurs, donc c'est-à-dire tout ce qui entoure le passage de l'azote liquide, ça va venir refroidir cette matière et donc créer un diamagnétisme parfait. Alors comme vous pouvez le voir sur le schéma là à côté, bien sûr il faut respecter une certaine géométrie pour ces fameux anneaux. Oui, ça ressemble à des anneaux, du coup les tuyaux d'azote liquide, car aussi l'intensité du champ magnétique appliqué dépend bien sûr de la géométrie. Alors tout ce qui est question de géométrie en fonction des aimants, tout ça, j'en parlerai dans une vidéo de pur électromagnétisme. Du coup, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire concernant les tokamaks. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc un tournage dans 2 pays différents. La première partie au Luxembourg, la seconde en Allemagne, c'est quand même assez sympa. Je passe des vacances plutôt cool, donc voilà. Prenez soin de vous. Alors je sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà, c'est... Allez, à bientôt, c'était le Physicrate, ciao.